La meilleure amie de ma femme a essayé de m'humilier, et a fini par révéler sa propre liaison. Mais dans le processus, elle m'a aussi donné tout ce qu'il fallait pour exposer ma femme. Maintenant elles sont toutes les deux fichues, et tout le monde les appelle les meilleures amies infidèles. Salut Reddit, accrochez-vous. Je pensais avoir un mariage solide, une vie correcte et une femme qui me soutenait. Il s'est avéré qu'entre sa meilleure amie complètement à côté de la plaque et quelques soirées louches, j'étais assis sur une mine sans le savoir. Un seul faux pas de sa part et j'ai commencé à tirer sur un fil qui a dénoué bien plus que ses simples mensonges. Disons simplement que l'histoire se termine avec deux femmes qui pensaient mener la danse, et qu'on appelle maintenant les meilleures amies infidèles. Moi, 34 ans, homme, j'étais marié à Cassie, 32 ans, femme, depuis 6 ans. En surface, notre mariage avait l'air solide. On avait une maison correcte, aucun gros souci d'argent, et on partageait les responsabilités sans faire de compte. Je n'ai jamais été du genre à me vanter de mon salaire ou à prétendre que mon boulot me rendait spécial. Je suis chef de projet dans une entreprise de taille moyenne. Ce n'est pas Wall Street, ni la vie d'une célébrité. Mais c'est stable, ça paie bien, et je suis bon dans ce que je fais. Je ne perds pas mon temps à essayer de prouver ma valeur à des inconnus, surtout ceux qui n'ont rien à voir avec ma vie. Et une de ces personnes, c'est Martha, la meilleure amie de Cassie. Martha, 33 ans, femme, fait partie de la vie de Cassie depuis la fac. Je suis dans le tableau depuis assez longtemps pour savoir que certains amis de ton partenaire font partie du lot. Tu les acceptes, tu fais avec, parfois tu finis même par les apprécier. Mais Martha, elle a été une épine dans le pied dès la première poignée de main. Dès le moment où je l'ai rencontrée, elle a montré clairement qu'elle ne me trouvait pas assez bien pour Cassie. Et elle ne l'a pas fait par des petits sous-entendus ou des regards en coin. Elle l'a exprimé clairement, pas avec ses mots exacts, mais avec des remarques qui ne laissaient aucun doute. Lors du tout premier dîner que j'ai eu avec elle et Cassie, elle m'a demandé ce que je faisais comme travail. Je lui ai répondu. Elle a marqué une pause, puis a dit, « Donc t'es un genre d'intermédiaire. » Cassie a ri comme si c'était une blague inoffensive. J'ai juste souri et j'ai laissé couler. Mais à partir de là, ça n'a fait qu'empirer. Martha a une bibliothèque entière d'insultes qu'elle aime faire tourner. Mon boulot, sur mes ennuyeux. Mes loisirs, des activités de papa. Apparemment, organiser des soirées jeux de société avec mes amis veut dire que ma vie est finie. Mon apparence, au moins il est grand, c'est déjà ça. Et ma préférée, c'est quand elle dit à Cassie devant moi que j'ai l'air d'un mec qu'on épouse après avoir déjà bien profité de la vie. Subtilité, ce n'est pas son truc. Et les commentaires sur les ex, elle ne lâche jamais l'affaire. Cassie est sortie avec un type des années avant moi, et Martha le mentionne comme s'il était une légende. Elle ne dit jamais son nom, comme si elle voulait éviter une comparaison directe. Mais c'est toujours des phrases du genre, « Tu te souviens quand vous partiez en voyage sur un coup de tête, ou tu restais dehors jusqu'au lever du soleil ?» C'est évident ce qu'elle insinue, que Cassie a troqué l'aventure contre la prévisibilité en m'épousant. Chaque fois que j'en parle à Cassie, sa réponse est toujours la même. C'est juste Martha, elle ne pense pas à mal, il faut juste apprendre à la connaître. Je connais ce jeu. Les gens disent ça quand ils ne veulent pas gérer le comportement de quelqu'un, alors ils le banalisent. Et Cassie, elle défend les conneries de Martha depuis des années. Le truc, c'est que je ne suis pas jaloux ou insécure. Je sais ce que j'apporte à la table. Je ne suis pas un ado qui a besoin d'être vu comme le mec le plus cool de la pièce. Mais il y a une différence entre se ficher de la vie de quelqu'un, et laisser cette personne te manquer de respect encore et encore chez toi. Avec le temps, tu commences à faire des comptes. Pas parce que t'es amer, mais parce que tu sais qu'avec des gens comme Martha, il y aura forcément un moment où elle ira trop loin. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Elles poussent, encore et encore, jusqu'à franchir la mauvaise ligne, devant la mauvaise personne. Voici le retournement dans toute cette histoire. Martha est en couple avec son copain Adam, 35 ans, depuis quelques années maintenant. Adam est un mec bien. Il dirige une petite société de conseil en technologie, il se tient bien, traite les gens avec respect. Quand tu lui parles, tu sens qu'il écoute, pas juste qu'il attend son tour pour parler. Honnêtement, je me suis toujours demandé comment il supportait le besoin constant de Martha d'être la voix la plus forte de la pièce. Mais bon, c'est son problème. J'ai eu de bonnes conversations avec Adam au fil des années, sur le travail, des projets, des trucs au hasard. Il a cette énergie calme et observatrice que j'aime bien, le genre de mec qui remarque les choses, mais ne les dit pas forcément à voix haute. Mais voilà, l'attitude de Martha envers moi n'a pas baissé depuis qu'elle est avec lui.
Au contraire, elle redouble d'efforts quand il est là, comme si elle jouait un rôle pour lui, voulant qu'il la voie comme l'amie audacieuse et sans filtre qui dit les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'elle croit sincèrement que ça la rend intéressante et confiante, alors qu'en réalité, elle a juste l'air désespérée et en manque d'attention. Et Cassie, elle ne le voit toujours pas, ou ne veut pas le voir. Elle utilise la même défense depuis 6 ans. C'est juste comme ça qu'elle est en fait très gentille quand on la connaît bien, elle part d'une bonne intention. À ce stade, je pourrais probablement prononcer les mots en même temps qu'elle. J'ai appris à ne plus réagir quand Martha commence. C'est comme jouer au tir à la corde avec quelqu'un qui est déjà debout dans la boue. Tu peux gagner, mais tu finiras quand même sali. Alors je garde mon calme, j'observe et je range les choses dans un coin de ma tête, parce que les gens comme elle finissent toujours par te tendre la corde eux-mêmes, et quand ils le font, tout ce que tu as à faire, c'est reculer et les laisser trébucher. C'est exactement ce qui s'est passé à la réunion d'anciens. Cassie appelait ça une petite réunion, ce qui, dans son langage, signifie tu viens, j'ai déjà dit oui pour nous deux. Un mélange d'anciens amis de la fac, de connaissances communes et de ce genre de personnes qu'on ne voit qu'au mariage et à quelques barbecues dans un jardin au hasard. J'aurais pu esquiver, mais je ne suis pas le genre de type à éviter les événements sociaux juste pour rester à la maison à faire défiler mon téléphone. On entre et je repère immédiatement Martha. Bien sûr, elle est au centre de la pièce, en pleine démonstration, comme si elle avait organisé toute la soirée. Elle est entourée de gens, parlant avec son style exagéré, les mains qui volent dans tous les sens, quand elle veut s'assurer que tout le monde l'entend. Et juste à côté d'elle, Adam. Toujours aussi calme, discutant affaire avec quelqu'un. Il me voit, me fait un signe de tête. Respect mutuel. Cassie fonce directement vers Martha, comme si elle retrouvait sa sœur jumelle perdue de vue depuis des années. Moi je reste un peu en retrait, en parlant avec quelques personnes que j'apprécie réellement. La soirée se poursuit, la nourriture est correcte, les conversations sont inoffensives et je fais comme d'habitude, j'écoute plus que je ne parle. Au bout d'environ 1 heure, je remarque que Martha passe de groupe en groupe, comme si elle menait une campagne politique. Elle récolte des compliments, balance des noms, et fait en sorte que chaque conversation revienne d'une façon ou d'une autre à elle. Je suis en pleine discussion avec une vieille amie de Cassie quand j'entends mon nom, prononcé avec ce ton typique que Martha utilise, celui qui ressemble à une demande déguisée en ordre. Et, viens ici 1 seconde, dit-elle en agitant la main. Elle est entourée de 4 femmes, toutes alignées avec des sourires parfaitement faux. Prends-nous en photo, et fais en sorte que la lumière soit bien gérée. Ne t'inclus pas surtout, on ne voudrait pas ruiner l'esthétique. Elle me colle son téléphone dans les mains, sans même dire s'il te plaît. Je les aligne, je leur dis de se pencher légèrement pour que la lumière tombe bien. Et là, ça arrive. L'écran s'allume avec une nouvelle notification de message, en grand, impossible à rater. Un message venant de quelqu'un nommé Malcolm. Je n'arrête pas de penser à cette nuit. Je ne réagis pas tout de suite, je continue à tenir le téléphone, les yeux fixés 1 seconde de plus sur l'écran, puis je la regarde droit dans les yeux. C'est qui Malcolm, je demande. Pendant 1 demi-seconde, son expression se fige. Ses yeux s'agrandissent juste assez pour que je le remarque. Puis elle rit, trop fort, trop forcé. Oh, juste un collègue, t'inquiète pas. Et elle arrache son téléphone de mes mains comme s'il était soudainement radioactif. J'imagine que vous n'avez plus besoin de la photo, je dis en lui rendant l'appareil, puis je m'éloigne avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'Adam est à environ 2 mètres, en train de parler à un type près du buffet. Je vois sa tête se tourner quand je dis, c'est qui Malcolm. Il n'intervient pas, il ne la confronte pas, mais je peux dire qu'il a capté. Ce léger changement dans sa posture, la façon dont ses yeux l'ont suivi 1 seconde de plus que d'habitude. C'est ça avec les gars comme Adam. Ils n'ont pas besoin d'exploser sur le moment. Ils traitent l'information, ils s'en souviennent. À partir de là, l'énergie de Martha change. Elle continue à jouer les papillons sociaux, mais elle jette régulièrement un regard vers Adam. Il lui donne juste assez d'attention pour être poli, mais ce n'est plus son regard habituel, engagé, intéressé. Il la laisse pédaler dans le vide pendant qu'il réfléchit. Plus tard dans la soirée, je surprends un petit moment. Martha est en train de parler à 2 femmes, Adam est tout près mais pas impliqué dans la conversation. Elle se penche en avant, racontant une histoire exagérée, tout sourire, son téléphone à la main. Et je jure qu'elle le regarde toutes les 30 secondes, comme si elle attendait quelque chose. Si je devais parier, je dirais qu'elle espérait un nouveau message de Malcolm. Le reste de la soirée se passe sans incident.
Les gens commencent à partir, Cassie fait ses adieux, et moi je garde le silence. Pas parce que j'ai peur d'en parler, mais parce que le timing est crucial. Si j'ai bien appris une chose en tant que chef de projet, c'est qu'on ne tire pas tant qu'on n'est pas sûr que la cible est verrouillée. Sur le chemin du retour, Cassie est de bonne humeur, elle parle de qui était là, de combien ça faisait plaisir de revoir tout le monde. Elle mentionne à quel point Martha avait l'air heureuse ce soir et à quel point Adam semble bien aller. Je hoche la tête, pas la peine de révéler mes cartes maintenant. Mais dans ma tête, je suis déjà en train de classer le message de Malcolm, la réaction de Martha, la réaction d'Adam. Ce genre de choses, il ne faut pas le forcer. Tu attends, tu laisses mijoter, et tu vois ce qui en sort. Les gens comme Martha ne deviennent pas soudainement discrets. Au contraire, ils deviennent négligents. Je savais que je n'avais pas à faire grand-chose. Adam n'est pas idiot. Il avait entendu le nom, vu le tic dans son expression, et je mettrais ma main à couper qu'il était déjà en train de relier les points dans sa tête. Tout ce que j'avais à faire, c'était de reculer et de les regarder se connecter. Et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Il n'a pas fallu longtemps. 3 jours après la réunion, Adam m'envoie un message sur LinkedIn. Il commence de manière très professionnelle, me dit qu'il a quelques projets à venir dans sa boîte de conseil, et pense que je pourrais connaître quelqu'un pour l'aider à gérer les délais. On échange sur le périmètre, les échéances, les budgets, comme si c'était une conversation de travail normale. Puis, juste avant qu'on fixe une date de rendez-vous, il lâche ça. Au fait, question au hasard, mais à la réunion, tu as dit quelque chose à propos de Malcolm. Je réponds, en gardant un ton décontracté. Oui, j'ai vu son nom apparaître sur le téléphone de Martha pendant que je prenais une photo pour elle. Le message disait, je cite, « Je n'arrête pas de penser à cette nuit. » Elle m'a dit que c'était un collègue, ce qui, tu t'en doutes, ressemble exactement à tous mes mails professionnels. Il y a un silence, puis Adam répond. Il disait ça mot pour mot. Encore une pause. Il écrit, je ne l'ai jamais entendu parler de lui. Même par message, je sens qu'il est en train de digérer l'info. Il ne s'énerve pas, il ne demande pas de compte, mais tu sens le déclic. Calme en surface, concentré en profondeur. Je n'ai pas insisté. Pas besoin de pousser un gars à qui tu viens de balancer une bombe comme ça. Je n'arrête pas de penser à cette nuit, ce n'est pas une conversation de bureau. Ce n'est pas, on se voit à la réunion, ni, tu as fini ce rapport. C'est le genre de phrase qui te repasse en boucle dans la tête, et chaque fois que ça revient, ça ramène tous les moments bizarres, toutes les excuses, toutes les sorties tardives. 2 jours plus tard, Adam m'écrit à nouveau. Cette fois, sans préambule. J'ai demandé à Martha à propos de Malcolm. Elle m'a dit qu'il travaille dans son département. Il n'est même pas listé sur l'intranet de l'entreprise. Il est indiqué dans une division complètement différente. Je réponds, peut-être qu'elle utilise le mot collègue au sens large. Ou peut-être qu'elle ment comme elle respire. Son message suivant est court mais chargé. J'ai vérifié notre carte de crédit commune. Il y a un schéma. Il me dit qu'il a déjà contacté un ami avocat pour prendre conseil au cas où. C'est la manière d'Adam de dire, je suis déjà en train d'agir. Je n'ai pas besoin qu'il m'explique. Schéma, ça ne veut pas dire acheter 2 fois le même déjeuner par semaine. Ça veut dire des paiements récurrents, les mêmes restaurants, aux mêmes heures, peut-être des bars d'hôtel, espacés juste assez pour avoir l'air anodin aux yeux de quelqu'un qui ne fait pas attention. Après ça, Adam se tait sur le sujet de Malcolm, ce qui, avec un gars comme lui, signifie qu'il ne l'a pas lâché. Il creuse en silence. On ne prend pas une claque comme « je n'arrête pas de penser à cette nuit », et ensuite on passe à autre chose. Pendant ce temps, je revois Martha pour la première fois depuis la réunion. Elle est chez Cassie pour un café, avec son habituelle attitude bruyante, mais ses yeux ne quittent pas son téléphone, comme si c'était une bouée de sauvetage. Et quand le nom d'Adam est mentionné, elle détourne vite le regard, comme si elle ne voulait pas qu'on lise sur son visage. Environ une semaine plus tard, Cassie me coince dans la cuisine. « Et, t'as dit quelque chose à Adam à propos de Malcolm ?» Je la regarde droit dans les yeux. Oui, je lui ai dit que j'avais vu un message de Malcolm sur le téléphone de Martha pendant que je prenais une photo. Il disait, je n'arrête pas de penser à cette nuit. Elle a dit que c'était un collègue. Je me suis arrêté là. Elle croise les bras. Tu n'as pas genre, insinué autre chose. Je hausse les épaules. J'ai juste décrit ce que j'ai vu. Si Adam entend ça et décide que ça vaut la peine d'être creusé, c'est son choix.
Cassie soupire. Tu sais comment est Martha, elle est sensible. Sensible. De la part de la même femme qui m'envoie des pics depuis 6 ans. C'est un peu fort. Si elle n'a rien à cacher, je lui dis, alors elle n'a rien à craindre. Elle ne répond pas à ça. Quelques jours plus tard, un ami commun mentionne qu'Adam a pris un jour de congé. Ce n'est pas le genre de gars à disparaître sans raison. Ajoute ça au schéma de dépenses et à son silence, oui, il était en train de connecter les points. Et puis, la présence de Martha en ligne s'éteint. Plus de selfies de couple, plus de photos de dîner, plus d'Adam en vue. Pour quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux comme un tableau de bord, se taire comme ça n'est pas une coïncidence. Cassie le remarque aussi, mais elle est toujours en mode protectrice. Elle est stressée, dit qu'Adam est sûrement occupé. Elle couvre toujours quelqu'un qui ne cherche même plus à se défendre. Puis vient la confirmation silencieuse. On aperçoit Martha en train de déménager des cartons chez ses parents. La version officielle, ils prennent de la distance. La vraie, Adam a eu ses preuves, et la seule distance qu'il offrait, c'était celle vers la sortie. Je n'ai pas besoin des détails. Ce seul message à la réunion a tout fait exploser. Adam a juste terminé le travail. Maintenant, Cassie reçoit plus d'appels de Martha. De longs appels qui la font sortir de la pièce, et revenir avec ce visage fermé, agacé. Le téléphone toujours posé face contre le comptoir après. Très bien. Laissez-les chuchoter. Laissez Martha raconter ce qu'elle veut à mon sujet. La vérité, c'est que je n'ai fait que répéter exactement ce que j'ai vu sur son téléphone. Et quand ce que tu vois, c'est je n'arrête pas de penser à cette nuit, tu n'as pas besoin d'ajouter un seul mot. Apparemment, Martha n'a pas reçu ce mémo. Environ une semaine plus tard, je rentre du travail et je tombe directement sur ce qui ressemblait à une intervention mal préparée. Martha était installée sur mon canapé, jambes croisées, téléphone en main, en train de faire défiler son écran comme si l'endroit lui appartenait. Cassie était un peu en retrait, essayant de paraître détendue, mais ses épaules étaient tendues. J'ai refermé la porte et j'ai pris mon temps pour poser mes clés dans le bol. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais la dernière fois que j'ai vérifié, je n'avais invité personne. Martha a finalement levé les yeux. Il faut qu'on parle. Son ton avait cette tension coupante, ce côté urgent que prennent les gens quand ils ont répété à l'avance ce qu'ils allaient dire. Je n'ai même pas pris la peine de m'approcher. Je me suis adossé au mur près de l'entrée. Si c'est à propos d'Adam, tu perds ton temps. Tu dois arranger ça, dit-elle, comme si elle lisait une ordonnance du tribunal. Tu dois lui dire que tu t'es trompé, que tu as mal compris ce que tu as vu. Je suis allé dans la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et j'en ai pris une gorgée lente avant de répondre. Ce que j'ai vu, c'est un message de Malcolm qui disait « Je n'arrête pas de penser à cette nuit ». Il n'y a pas grand-chose à mal comprendre. Ses yeux se sont plissés. Tu as laissé entendre des choses, tu l'as rendu suspicieux. J'ai secoué la tête. J'ai énoncé un fait. Si ça suffit à couler le bateau, alors peut-être qu'il n'était pas bien construit. L'atmosphère s'est épaissie. Cassie regardait l'une, puis l'autre, visiblement mal à l'aise. Elle a fini par intervenir. Peut-être que c'est mieux si. Les yeux de Martha se sont rétrécis, ce sourire crispé qui se brise. Oh, alors maintenant tu me vires. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que tu vaux mieux que moi? Elle s'est penchée en avant, la voix dégoulinante de venin. Ne fais pas comme si tu étais une sainte dans tout ça, Cass. Tu ne vaux pas mieux. Les sourcils de Cassie se sont froncés. De quoi tu parles? Je parle de tes petites soirées tardives, dit Martha, avec cette voix à la fois suffisante et cruelle que prennent les gens quand ils pensent avoir trouvé leur carte maîtresse. Ne fais pas semblant d'être au-dessus de moi. La mâchoire de Cassie est tombée. Tu mens. Martha n'a pas scié. Bien sûr, continue à te dire ça. La voix de Cassie est devenue plus tranchante. Tu essaies juste de m'entraîner dans ton désordre. Je suis resté silencieux, observant. Les mains de Cassie étaient crispées le long de ses cuisses, son visage rougi par quelque chose qui n'était pas juste de l'insulte. Martha, elle, avait l'air d'attendre ce moment depuis des jours. Tout cela n'a pas duré plus d'une minute, mais le changement dans la pièce a été énorme. Martha était venue ici pour me coincer, et elle avait fini par tirer en plein sur Cassie. Je reposai mon verre, sans me presser, sans élever la voix. Très bien, dis-je. Cette conversation est terminée. Il est temps que tu partes. Martha s'est levée,
attrapant son sac avec un soin exagéré. Très bien, amuse-toi bien dans ta petite vie ennuyeuse avec ton petit mari ennuyeux. Quand tu te réveilleras à 40 ans et que tu réaliseras que tu as gâché tes meilleures années, ne viens pas pleurer chez moi. Elle a claqué la porte derrière elle, évidemment. Cassie est restée là une seconde, respirant plus fort que la situation ne le justifiait. Elle essaie juste de me blesser parce qu'elle est blessée, dit-elle, plus pour elle-même que pour moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis simplement allé chercher la télécommande et j'ai allumé la télévision comme si la pièce ne vibrait pas encore de tension. Cassie a hésité, comme si elle voulait que je dise quelque chose de clair, mais je ne lui ai rien offert. Dans ma tête pourtant, je ne balayais pas ça. Le timing de Martha, sa façon de le dire, le fait que Cassie soit immédiatement passée en mode défensif au lieu d'en rire. Tout ça, je l'ai bien noté. Je ne savais pas si elle était coupable, mais je savais que je n'allais pas la croire sur parole. Pas après des années à la voir défendre le comportement de Martha comme si c'était une simple facette de sa personnalité. La meilleure stratégie, c'était de faire exactement ce que j'avais fait avec Adam. Rester calme, rester neutre et laisser l'autre croire qu'il a échappé à ta vigilance. Les gens font plus d'erreurs quand ils se sentent en sécurité. Alors j'ai laissé la soirée suivre son cours comme si de rien n'était. On a dîné, on a regardé une émission, elle scrollait sur son téléphone en faisant semblant de ne pas le faire. Je gardais la même expression, lançais un peu de bavardage quand il le fallait, et mentalement, j'ai commencé à bâtir une nouvelle liste. L'astuce, ce n'était pas de la coincer, c'était de lui faire oublier que je regardais. Au moment d'aller me coucher, Cassie semblait plus calme. Elle pensait sans doute m'avoir convaincu que Martha s'était emportée par frustration. Je ne l'ai pas contredite. J'avais besoin qu'elle baisse sa garde. Si Martha avait menti, je le découvrirais bientôt. Mais si elle ne mentait pas, alors Cassie n'avait aucune idée que sa meilleure amie venait de me tendre le premier fil d'un nœud bien plus gros. Les fils, c'est délicat. Tire trop fort, trop tôt, et ce que tu essaies de défaire se resserre. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai ralenti. J'ai joué le jeu comme si rien n'avait changé. J'ai laissé Cassie croire que la vie suivait son cours comme avant. Les 2 premiers jours après l'explosion de Martha, je n'ai rien tenté. J'ai gardé nos conversations normales, suivi mes routines, évité de m'attarder sur quoi que ce soit qui aurait pu éveiller ses soupçons. Si quelque chose, j'étais même plus détendu que d'habitude. Le secret, ce n'était pas de faire semblant d'être désintéressé, c'était d'être assez convaincant pour qu'elle ne change pas ses habitudes. Une fois que l'atmosphère m'a semblé stabilisée, j'ai commencé mon inventaire discret. Première étape, son emploi du temps. Le boulot de Cassie a toujours comporté une part d'imprévu, mais elle s'était habituée à me raconter ses journées en grandes lignes. J'ai commencé à faire attention aux détails. Elle me faisait ses résumés de longues journées sans être précise. Tu ne les connais pas, quand je demandais avec qui elle avait déjeuné. Rien de tout ça n'était une preuve concrète, mais c'était le genre de langage vague que les gens utilisent quand ils rognent la vérité. Un jeudi, elle m'a envoyé un texto pour dire qu'elle allait rentrer tard à cause d'un projet de dernière minute. Quand elle est rentrée 2 heures plus tard, elle sentait légèrement une eau de Cologne que je ne porte pas. Pas assez fort pour que ce soit évident, mais suffisamment pour être remarqué quand on connaît l'odeur habituelle de quelqu'un. Je n'ai rien dit. Elle a posé son sac, m'a embrassé sur la joue et s'est mise à parler de combien sa journée avait été épuisante. J'ai juste écouté, hochant la tête au bon moment, et j'ai rangé l'information dans un coin de ma tête. La deuxième étape, c'était nos finances. Cassie et moi avions une carte de crédit commune pour les dépenses du foyer et des comptes séparés pour nos dépenses personnelles. Normalement, je ne m'occupais pas de ce qu'elle achetait avec le sien, mais là, je cherchais des motifs. 2 à 3 fois par semaine, je me connectais à notre compte partagé, sous prétexte de vérifier une facture. À chaque fois, je notais toute dépense au restaurant qui ne correspondait pas à un repas qu'on aurait pris ensemble. Un paiement en particulier a attiré mon attention. Un restaurant de tapas branché à l'autre bout de la ville. Cassie déteste les tapas, elle dit que les portions sont trop petites. Et pourtant, c'était là, un dîner pour 2 à 20h47, un mardi. Elle m'avait dit qu'elle avait travaillé tard. Je ne l'ai toujours pas confrontée. Troisième étape, observation subtile. J'ai commencé à faire attention à la façon dont elle manipulait son téléphone et son ordinateur portable. Cassie n'avait jamais été discrète avec ses appareils, jusqu'à maintenant. Elle a commencé à retourner son téléphone quand elle le posait, à fermer les onglets quand je passais derrière elle, et à emmener son ordi dans la chambre au lieu de le laisser sur le plan de travail.
Encore une fois, pas une preuve en soi, mais chaque petit changement ajoutait une pièce au puzzle. Pour la garder dans un climat de confort, je faisais en sorte de garder un équilibre entre mon intérêt pour son emploi du temps et le cours normal de notre vie. On dînait toujours ensemble, on regardait nos séries, on faisait des projets pour le week-end. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, juste assez pour que la conversation semble naturelle, puis je détournais le sujet avant que ça ne paraisse trop insistant. 2 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle allait boire un verre après le travail avec un collègue. Quelqu'un qu'elle disait connaître depuis des années. Le nom ne me disait rien. J'ai demandé ce qu'il fêtait. Juste un rattrapage, a-t-elle dit. Elle est partie avec une robe qu'elle ne portait jamais pour le bureau. Quand elle est rentrée plus tard, elle avait l'air un peu agitée. Elle m'a dit que son collègue avait dû partir plus tôt pour une histoire de famille, et qu'elle était rentrée directement après. Le lendemain matin, j'ai vérifié la carte commune. Aucune dépense dans un bar ou restaurant. Ce qui signifiait qu'elle avait soit payé en liquide, soit utilisé son compte perso. Dans les deux cas, ça restait caché pour moi, à moins qu'elle ne pense que je ne vérifierais pas. Pendant que tout ça se déroulait, Martha était restée quasiment silencieuse à mon égard. Aucun message, aucun appel, rien. Mais je savais bien qu'elle n'était pas vraiment hors jeu. Si quelque chose, elle devait sûrement souffler à Cassie quelques idées pour éviter mes questions. Très bien. Qu'elle joue en défense à 2, j'étais en train de bâtir une attaque qu'elle ne verrait pas venir. À la 3e semaine, mes notes avaient formé un motif clair. Des soirées tardives avec des justifications floues, de nouveaux vêtements jamais mentionnés, des dépenses inexpliquées, une attitude changeante. De la confiance mêlée à de la défensive. C'est un mélange étrange, et en général, ça veut dire que quelqu'un mène 2 vies distinctes. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier l'étape suivante. Je ne voulais pas juste rassembler des preuves pour moi-même. Je voulais m'assurer que, le moment venu, la révélation ne laisse aucun espace pour se justifier. Je voulais un cadre dans lequel elle ne pourrait ni fuir l'audience, ni échapper aux faits. Un endroit où elle sentirait le poids de chaque mensonge, en temps réel. Mais avant de lancer cette opération, il me manquait une pièce. Quelque chose qui relierait ces soirées tardives et ces nouveaux vêtements à une personne bien précise. Les motifs anonymes sont faciles à nier. Les noms et les dates, non. Alors je suis resté patient. Je l'ai laissé croire qu'elle m'avait berné. Je riais à ses histoires. Je l'embrassais quand elle partait travailler tard. Puis un après-midi, elle a fait une erreur. Cassie était montée à l'étage pour récupérer un colis à la porte, et avait laissé son ordinateur portable allumé sur le comptoir de la cuisine. Normalement, elle est très vigilante, elle ferme tout dès qu'elle s'éloigne. Mais cette fois, elle a oublié. Je ne cherchais rien. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais l'écran était toujours allumé, avec une fenêtre de chat ouverte depuis plus tôt dans la journée. Le dernier message venait de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Pas de nom de famille, juste un prénom. Et la phrase « Tu me manques physiquement » leur indiquait qu'il avait été envoyé plusieurs heures auparavant, mais il était toujours là, bien visible. Je n'ai pas cliqué, je n'ai rien tapé, je n'ai même pas respiré trop fort. J'ai juste mémorisé le prénom, la formulation, et le fait que ce n'était pas un simple message de boulot qu'elle pouvait expliquer. Puis j'ai laissé l'écran s'éteindre comme si je n'avais rien vu. Si j'allais utiliser ça, ce serait à mes conditions. Et je n'ai jamais laissé entendre que je savais quoi que ce soit. Parce que Cassie ne savait toujours pas que le fil que Martha m'avait tendu ne défaisait pas seulement sa propre vie, il était aussi en train de démêler la sienne. Et maintenant, j'avais assez de preuves pour tout faire exploser. Notre anniversaire de mariage approchait. Cassie en faisait toute une histoire, comme si c'était un événement royal. Elle parlait de sa robe spéciale, de la liste d'invités, de la playlist romantique qu'elle voulait. Je la laissais faire, hochant la tête et souriant comme un mari attentionné, tandis que dans ma tête, j'étais en train de préparer une toute autre soirée. Elle pensait que ce serait la célébration de notre mariage parfait. Moi, je savais que ce seraient les funérailles de son image. J'ai invité Adam en premier. Je lui ai dit que j'avais quelque chose qu'il voudrait voir de ses propres yeux. Pas plus de détails, juste assez pour piquer sa curiosité. Puis j'ai appelé Martha. On n'était pas vraiment en bons termes, mais je savais qu'elle ne raterait pas l'occasion d'assister à l'implosion de Cassie. J'ai été clair, il ne s'agissait pas de réconciliation. Je lui ai simplement dit, si t'es libre, passe, tu me remercieras plus tard. Cassie ne savait pas que l'un ou l'autre venait. Si elle l'avait su, elle aurait explosé,
et c'était justement le but. Le soir venu, la maison était en effervescence. Cassie virevoltait dans la pièce comme une politicienne en pleine campagne, souriant trop fort, riant à des blagues nulles, s'assurant que tout le monde voyait le couple heureux. Elle a même porté un toast assez tôt, un discours sur le partenariat et la confiance. Les mots résonnaient dans ma tête avec un rire préenregistré. Environ 30 minutes après, Adam est arrivé. Je l'ai intercepté à la porte, lui ai dit de rester un peu en retrait et d'observer. Il m'a lancé ce regard rapide du genre, voyons où ça va mener. Martha est arrivée 15 minutes plus tard. Elle n'a même pas dit bonjour à Cassie, elle s'est simplement fondue dans la foule comme un requin. Le visage de Cassie quand elle l'a repéré valait de l'or. Cette petite lueur de panique avant qu'elle ne recolle son faux sourire. J'ai circulé juste assez pour maintenir l'ambiance détendue. Cassie a essayé de m'attraper 2 fois pour me demander ce que Martha faisait là, mais je l'ai évité avec un « c'est rien, profite juste de la soirée ». Elle n'aimait pas ça, mais avec autant de regard sur elle, elle ne pouvait pas faire une scène. Quand tout le monde avait un verre en main et que le brouhaha était à son comble, j'ai appelé à l'attention. Avant qu'on passe au gâteau, j'aimerais partager quelque chose de spécial, ai-je dit. Les gens se sont tournés vers moi, s'attendant à un discours mielleux. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté à la télévision. Quelques photos ont défilé, Cassie et moi à travers les années, vacances, famille, tout le monde souriait, Cassie aussi, détendue. Puis la diapositive a changé. C'était une capture d'écran, une conversation entre Cassie et un autre homme. Le message du haut, de lui, disait « Tu me manques physiquement ». Sa réponse « Mon corps te réclame aussi ». Même heure la semaine prochaine. La pièce est devenue silencieuse. On aurait entendu une mouche voler. Cassie est restée figée, les yeux rivés sur l'écran, comme si elle voulait le brûler du regard. Ça, ai-je dit, ce n'est pas de moi. Et ce n'est pas non plus un de ses amis que vous avez rencontré. La bouche de Cassie s'est ouverte puis refermée. Elle a bredouillé quelque chose sur une blague, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. Et c'est là que Martha a bondi. Oh, tu veux parler de blagues? Et les rires que tu partageais avec lui à propos de quitter le boulot plus tôt pour passer la nuit chez lui? Tu m'as dit que tu sortais juste boire un verre avec l'équipe. Visiblement non. Cassie s'est tournée vers elle, les yeux en feu. Reste en dehors de ça, Martha. Tu n'es pas une sainte. Martha a souri en coin. Je n'ai jamais prétendu l'être. Mais au moins, moi je ne fais pas semblant d'être l'épouse parfaite tout en allant me faufiler chez un inconnu. Les murmures ont commencé dans la pièce. Des gens sortaient leur téléphone, certains faisaient semblant de ne pas filmer, mais évidemment, ils filmaient. Cassie a essayé de sauver les meubles. C'est notre anniversaire. Tu es en train de m'humilier devant tout le monde. Je l'ai regardé, toujours aussi calme. Non Cassie, c'est toi qui t'es humiliée. Moi, je ne fais que projeter l'image. Elle a craqué. Une seconde elle était en colère, la suivante elle pleurait, racontant que je ne lui consacrais jamais de temps, que cet homme la comprenait mieux. L'arrogance transpirait. Elle n'était pas désolée d'avoir trompé, elle était désolée d'avoir été prise. Les yeux de Cassie allaient de Martha à moi, réalisant que nous savions tous les deux depuis un moment. Elle a essayé de retourner la situation, disant qu'Adam était juste amer, et que j'exagérais tout. Personne n'y croyait. Et puis est venue l'étincelle finale. Martha a ri. Pas un rire normal, un de ces rires qui disent « J'attendais ce moment depuis longtemps ». Cassie s'est jetée sur elle. Les chaises ont raclé, les gens ont sursauté. En une seconde, elles étaient face à face, à hurler des insultes qui auraient décapé de la peinture. Des mots sur l'apparence, le travail, la famille, et bien sûr, sur qui a couché avec qui. C'était le chaos. Les meilleurs amis se déchiraient devant tout le monde, déballant leur linge sale sans la moindre retenue. Je n'ai pas essayé d'intervenir. Je n'ai même pas bougé. Je me suis juste adossé au mur et je les ai laissés s'autodétruire. Quand quelqu'un a enfin décidé d'intervenir, les cheveux de Cassie étaient en désordre, son maquillage ruiné, et la bretelle de la robe de Martha pendait, prête à céder. Elle respirait fort, se regardant comme si elle voulait une deuxième manche. Le mal était fait. Les invités quittaient la maison en secouant la tête, murmurant sur ce qu'ils venaient de voir. Cassie regardait autour d'elle, comme si elle réalisait à peine l'ampleur de ce qui venait de se passer. Je me suis approché, lui ai tendu une enveloppe en papier craft. « Joyeux anniversaire », ai-je dit. À l'intérieur, il y avait la demande de divorce. Elle ne l'a pas ouverte sur le moment,
probablement parce qu'elle savait déjà très bien ce que c'était. Elle est restée là, silencieuse, pendant que Martha lui lançait un dernier sourire narquois avant de sortir. Et c'est comme ça que la fête s'est terminée. Deux femmes qui, autrefois, se disaient inséparables, désormais marquées dans l'esprit de tous comme les meilleures amies infidèles. Après la soirée d'anniversaire, la maison était silencieuse, mais pas d'un silence paisible. Plutôt comme l'air après une tempête, quand tout est figé mais que tu sais que les débris sont éparpillés à des kilomètres à la ronde. Cassie n'est pas rentrée cette nuit-là. Je ne lui ai pas demandé où elle était, je m'en fichais. J'avais déjà les papiers prêts. Elle a reçu la notification officielle dès le lendemain matin, accompagnée de l'annonce que je demandais le divorce. Les textos ont commencé environ 2 heures plus tard. D'abord, il faut qu'on parle. Ensuite, tu as ruiné ma vie. Puis de longs paragraphes enragés sur comment je l'avais prise par surprise, comment je l'avais humiliée devant la famille et les amis, et sur le fait qu'un vrai homme aurait réglé ça en privé. Je n'ai répondu à aucun. Je l'ai laissé mijoter. Le meilleur, c'est que l'explosion à la fête n'était même pas le dernier chapitre. Pendant que Cassie essayait de sauver la face, Adam, lui, gérait ses propres affaires avec Martha. Ils se séparaient définitivement, et Adam n'avait pas l'intention de lui faciliter les choses. À ce moment-là, les papiers étaient déjà en cours, et son avocat n'a pas perdu de temps à assigner les relevés téléphoniques de Martha. Pas à cause de moi, ni même à cause de Malcolm, mais parce qu'il soupçonnait qu'elle cachait de l'argent. Il s'est avéré que Martha ne voyait pas seulement Malcolm pendant sa relation avec Adam. Elle jonglait avec plusieurs liaisons. Un barman d'un rooftop du centre-ville. Un vieil ex du lycée. Et mon préféré, un type qu'elle avait rencontré en faisant du shopping, qui s'est révélé être un vendeur de voitures. Elle échangeait des textos avec lui depuis des mois. Ah, et elle traînait plus de 60 000 $ de dettes personnelles, la plupart issues de soi-disant investissements professionnels qui n'étaient en réalité que le financement des dépenses de ces mecs-là. Adam n'a pas gardé ça pour lui. Pas par goût du drame, mais parce que plus les gens savaient, moins Martha avait de pouvoir pour réécrire l'histoire à sa sauce. Les amis, la famille, même des collègues à elle ont commencé à découvrir la vérité. Et le jugement a été brutal. C'est passé de simples murmures à des blagues de groupe dans des discussions privées en moins d'une semaine. Et c'est là que le surnom est resté. Les meilleurs amis infidèles. Ce n'était pas juste une étiquette lancée comme ça. C'est devenu un raccourci pour parler d'elle. Les gens ne prenaient même plus la peine d'utiliser leur vrai prénom. Au brunch, dans les coins potins du travail, aux réunions, c'était « T'as entendu ce qu'ont encore fait les meilleurs amis infidèles ?» ou « Mec, tu veux surtout pas traîner avec cette bande-là. » Même ceux qui les connaissaient à peine en avaient entendu parler. Cassie détestait ça. Elle essayait de poster des citations critiques et plaintives sur les réseaux, des phrases du genre « Les gens ne connaissent pas toute l'histoire » ou « Avancer avec grâce ». Mais les sections commentaires s'illuminaient aussitôt, avec des gens qui lui renvoyaient son surnom en pleine figure. Elle supprimait ses comptes, en créait de nouveaux. Même résultat. Martha ne le vivait pas mieux. Elle a tenté de se faire passer pour une victime, affirmant qu'Adam était contrôlant, que les assignations étaient du harcèlement. Mais difficile de jouer la carte de l'innocente quand tout le monde a vu ton historique de messages et que tes créanciers te harcèlent au téléphone. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'elles se sont retournées l'une contre l'autre presque immédiatement. Au début, elles ont tenté de présenter un front uni, comme une équipe de copines fortes et détachées, au-dessus de tout ça. Ça a duré une semaine. Ensuite, elles ont commencé à s'envoyer des pics en public. Martha faisait des sous-entendus sur le fait que Cassie ne savait pas garder un homme. Et Cassie postait des messages vagues sur les amis qui se croient supérieurs alors qu'ils vivent à crédit. Chaque mec de notre entourage savait exactement de qui il s'agissait. Leur petit empire du déni s'était officiellement effondré, de l'intérieur. De mon côté, je n'ai rien eu à faire. Je ne cherchais pas de mise à jour. Je n'alimentais pas le feu. Le feu brûlait très bien sans moi. J'ai signé mes papiers de divorce définitif, tourné la page et gardé une vie propre. Je n'avais besoin d'aucune explication à donner. Les preuves parlaient plus fort que n'importe quelle justification. La dernière fois que j'ai entendu parler de Cassie, elle vivait chez sa mère, essayait de lancer un business de déco intérieur bancal, plus une page Instagram qu'une vraie entreprise. Martha, elle, passait d'un petit boulot temporaire à l'autre, toujours endettée, toujours à essayer d'avoir l'air imperturbable, alors que les gens riaient dans son dos. Et moi? Je vais bien. Mieux que bien. Ma vie est plus calme, plus nette, et surtout, elle m'appartient.
Le genre de vie qu'on obtient quand on arrête de perdre du temps à se défendre auprès de gens qui n'ont jamais été dans ton camp dès le départ. Elle voulait jouer à des jeux. Moi, je les ai laissés garder le score.